Quand on pense aux environnements les plus hostiles qui existent sur Terre, on pense à l'Antarctique, au désert de la vallée de la mort, par exemple. Mais il dit, en fait, si tu regardes les statistiques, c'est les restaurants, ouvre un restaurant à New York, et t'en as 1000 qui s'ouvrent par an, et dans les 5 ans, en fait, il y en a 800 qui ont fermé, quoi. Oui, 1,5 milliard. 1,5 milliard de valeurs combinées en termes de restauration, c'est absolument miraculeux, complètement. L'environnement sûr, justement, il n'est pas là pour te juger, mais il va être là pour te rendre un feedback qui va te permettre de t'améliorer. Un groupe où il y avait une personne qui était destinée à aller foutre le bordel, aller faire des problèmes dans le groupe et avoir une énergie négative et comme « Ah, ça va jamais fonctionner ». Et d'analyser comment est-ce que l'énergie du groupe va absorber cette personne négative. À l'école, tu dois avoir t'as bon ou t'as faux. Un savoir que tu dois régurgiter tel quel. Mais il n'y a pas de place à la faiblesse, en fait. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini. Mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Des enfants de maternelle plus intelligents que des ingénieurs? Quel est le rapport entre la panthère rose et un trésor de 1 milliard? Écoute de Ben Laden, Google et des frères White. Alors si tu aimes t'instruire et te divertir, tu es au bon endroit. Dans cet épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an, avec mon acolyte Anthony, le Canadien de Géorgie, on a décodé pour toi ce qui fait une culture forte. Le sujet de base s'adresse au monde du business, mais tu vas très vite t'apercevoir que tu peux le transposer à ton couple, à ta famille et même à la société en général. En fait, dès qu'il y a au moins 2 personnes impliquées. Et pour être certain de ne pas dire de bêtises, on avait comme fil rouge le livre Culture Code, que Daniel Coyle a illustré d'histoires passionnantes. Et c'est parfait, parce qu'on retient 12 fois mieux quand il y a une histoire. Et c'est justement ce qui t'attend aujourd'hui, plein d'histoires. Ce sont des histoires vraiment incroyables, et je t'en donne un petit aperçu tout de suite. On commence par le pouvoir de la pensée négative, ou comment une seule personne négative peut plomber tout un groupe, et sans que personne ne s'en rende compte. On te dévoile aussi comment les Pink Panthers, les panthères roses, s'y sont pris pour amasser un trésor de guerre pour plus de 1 milliard de dollars en 20 ans. C'est pas mal, mais on te le conseille pas. Tu verras pourquoi. Et on va apprendre qui de l'intelligence individuelle ou de l'intelligence collective est la plus forte. Avec un exemple, construire une tour en spaghetti la plus haute possible entre ingénieur et enfant de maternelle. Qui va gagner? Pas ceux auxquels tu penses. Mais aussi, le post-it qui a fait la fortune de Google, les dessous de l'assassinat de Ben Laden qui aurait dû très mal se passer, et les secrets pour gérer un réseau de restaurants d'une valeur de 1,5 milliard dans l'environnement le plus hostile sur Terre. Rien que ça. Et on commence sans plus tarder en accueillant Anthony Rivet. Alors bonjour à tous, bonjour Anthony. Alors je te réinvite pour la seconde fois. Donc aujourd'hui on va parler d'un livre. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. C'est la première fois que je fais. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années parce que j'ai lu beaucoup de livres dans le passé et j'avais l'impression que d'une part c'est un peu égoïste de tout garder pour moi, de les lire et pas de rediffuser le savoir. Et d'autre part aussi, quand c'est bien connu, quand on va en parler, en fait, on va renforcer dans sa mémoire. Déjà, on va mieux s'en souvenir et on va mieux comprendre les principes qu'on a compris, qu'on a lus à l'intérieur. On va le réintégrer, oui. Intégrer davantage. Oui, c'est ça. C'est là où je ferai une différence, en fait, entre comprendre déjà d'une part et ensuite assimiler un concept avant de pouvoir le redonner à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est plein d'étapes différentes. Parce que ce qu'on fait maintenant, Sébastien, c'est une forme d'enseignement, oui. Parce que oui, là, on va se parler en tant qu'amis, mais les gens vont avoir accès à ça comme si c'était une petite masterclass sur un livre, un résumé. Alors, pour moi, c'est de l'enseignement et c'est démontrer que ce qui reste le plus sticky, le plus solide dans le cerveau, c'est d'enseigner à quelqu'un qu'est-ce qu'on a appris. Plusieurs leaders recommandent de faire ça, plusieurs coachs à travers le monde. Donc, let's go. Oui. Au bout d'un... Si, tout le monde dit la même chose. Alors généralement on dit que la majorité a tort, mais là je pense qu'ils ont raison. Enfin, ils sont pas la majorité d'ailleurs, hein, ils sont qu'une petite poignée, mais je pense que c'est très juste. Oui.
Qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, alors je me suis demandé à un moment, est-ce que je faisais les livres qu'on lit ici, ça rentre tout à fait dans le cadre du podcast Hypercroissance, au moins ce premier livre. Et du coup, ça sera dans le cadre de Hypercroissance 0 à 10 millions en un an Très bien. qu'il aura lieu. Donc, alors, le livre s'appelle en anglais donc Culture Code, et ce qui ne veut pas dire grand-chose en français. On pourrait traduire ça. Est-ce que tu as une idée comment tu traduirais ça ou pas? C'est une très bonne question, en fait. Parce que le code de culture. Parce qu'au final, il parle vraiment de comment une culture de compagnie ou une culture dans un Oui, groupe en tant que tel fait en sorte que le groupe a un succès phénoménal de toute sphère de vie. Alors, le mot culture ici veut bien dire qu'est-ce que les gens ont de oui, commun ensemble plus que oui, une activité culturelle au musée. Oui, c'est très différent. déjà. Mm, mm. Même si c'est une activité de groupe, du coup, Oui. il y a quand même. On va le voir, il y a plein de points communs avec. Il y a plus Moi, en j'ai vu, tu profondeur me à dis aller. si tu as vu pareil. Mais effectivement, des exemples d'entreprises à l'intérieur, mais pas que, en fait. Il y a beaucoup d'exemples qui ne sont pas liés à l'entreprise, mais justement qu'on Oui. peut appliquer à l'entreprise. Mhm. Et moi, j'ai vu aussi des exemples qu'on peut très bien réintégrer à un couple, tout simplement. Ah Et oui, aussi au absolument. niveau de la société d'un pays. Je sais pas si tu as vu ça aussi. Moi, je faisais des parallèles à un certain Ah, moment. j'ai pas pensé au pays, non. Maintenant que tu me le dis, oui, bon point, mais j'avais pas réfléchi à ça. J'étais plus concentré sur les entreprises et penser, comment ça peut s'appliquer à ma vie et famille aussi. Je peux voir avec le couple, comme tu as dit. Oui, oui, oui. Mais du coup, je pense que c'est vraiment applicable à tous les niveaux. Donc, que ce soit un plus gros niveau, un gros groupe, ou un petit. J'ai pas vu de. Ça reste un groupe à la fin. Et j'ai l'impression que ça s'applique très très bien, quelle que soit la taille du groupe. Bon, Oui. après, je peux me tromper. Et du coup, comme tu dis, le mot culture, ça, on le comprend très bien, parce que c'est la même chose en français. Par contre, code, ça veut pas dire grand-chose. Euh, moi, ce que j'ai pensé, la meilleure façon de le traduire, ça serait, il y a différents mots, j'ai regardé dans le dictionnaire, je me suis aidé. Mhm. Et donc, on pourrait traduire ça par secret, règle, loi. Et puis, si on va un peu plus loin, j'ai pensé à ADN, l'ADN de la culture, pourquoi pas. Ou Pourquoi pas? mieux, je pense encore, la culture déchiffrée. Peut-être après, on peut faire un Ah, mélange. oui, 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 oui. Ça, c'est bon. Déchiffré. Parce que je me rappelle de certains autres livres dans le passé, je pense qu'il y a le Millionaire Code ou autre. Le mot code en anglais veut vraiment dire on a décodé la clé du succès pour avoir quelque Oui, c'est chose. ça, Donc, décoder. c'est une Décoder, oui. programmation. Donc, déchiffrer, décoder, euh, c'est Et une décoder, bonne plus facile à traduction. retenir, parce qu'il y a le mot code dedans, Oui, effectivement. oui. Donc, La culture culture décodée. décodée, non mais voilà. Oui, Oui. c'est parfait, attends, je me le Traduction note. libre. Merci, merci. Qui n'est pas encore traduit, hein, comme je le disais, sauf erreur de ma Non, part, mais du on coup, pourrait faire une demande à l'éditeur, se mettre sur le projet. exactement. Ils auront déjà la pub, parce qu'il y aura déjà le podcast. Mhm. Alors, c'est un livre très intéressant, donc ça parle de culture, comme vous avez pu le comprendre, et il est divisé en trois grandes catégories par l'auteur lui-même. D'ailleurs, une petite précision sur l'auteur, moi je l'ai connu grâce à son bouquin Talent Code, donc toujours le talent décodé, et qui est surtout un livre sur... tu l'as pas lu toi, hein? Non, je n'ai pas lu encore. Non. Alors je te conseille très vivement, si celui-ci t'a plu, l'autre tu vas adorer Mhm. aussi. Donc, Talent Code, c'est sur l'apprentissage, en fait. C'est comment tu fais. C'est apprendre à apprendre. Et c'est vraiment la base de tout. Et on retrouve des petits parallèles dans le bouquin, justement, Culture Code aussi. Mhm. Ou dans les derniers chapitres, il parle d'environnement performant, je ne sais pas si tu t'en souviens, d'une part, et des environnements créatifs. Et donc Oui, ça fait appel exactement. Mhm. à des apprentissages différents, en fait. Et c'est marrant de retrouver ça dans le groupe aussi. Les groupes ne vont Mhm. pas se comporter de la même façon selon que tu cherches à être plus créatif ou plus, comment on dit, orienté résultat. Oui, oui, vers la. Donc, il y a proficiency en français serait la efficacité du groupe pour arriver à ses Efficacité, ouais. buts avec, Ouais. oui, les bons critères, les bonnes mesures, en utilisant les ressources L'efficience, adéquates. en fait, oui. L'efficience, oui. L'efficience.
Un mot qu'on n'utilise pas trop en français, mais Oui. donc c'est comment atteindre. Donc, du coup, je vais l'expliquer parce qu'en anglais, on l'utilise plus. C'est l'efficacité et comment on fait pour être, on va dire, le plus efficace pour atteindre cette efficacité-là, atteindre notre but. Donc, c'est ça l'efficience. Oui. Donc, je tenais à le préciser parce qu'on l'utilise très peu en français. Même si Je sais même pas, je pense que c'est même un anglicisme en fait. Je pense avoir déjà vérifié parce que vu que les gens ne savent peut-être pas, mais je suis aussi prof de français. Alors, quand je donne mes leçons et que mes élèves anglophones me posent la question efficiency Comment on dit ça, ouais. et efficacité, la différence, j'ai toujours la difficulté à leur dire qu'en français, on utilise le mot efficace presque pour les deux, oui, alors qu'en anglais, c'est très différent. Donc, je pense que efficient, c'est peut-être même un anglicisme, mais OK, c'est pas un podcast de grammaire, donc. Non, ça ira bien. On va enchaîner. Et du coup, alors, donc, avant de commencer à regarder plus en détail, les 3 grandes parties dont il parle. Donc, la première partie dans le bouquin, c'est construire un environnement sûr, d'une part, pour avoir une bonne culture. Deuxièmement, c'est apprendre à être vulnérable. Alors, la première partie, c'est construire un environnement sûr, mais c'est plus pour l'individu, en fait, pour intégrer l'individu au groupe. Tu me dis si tu en as retenu la même chose que moi, je peux me tromper. Les 3 catégories, en fait, sont, je pense, très simples à retenir. Donc, je te laisse guider ça et on pourra aller en détail par la suite. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est être vulnérable. Et moi, j'ai trouvé, même s'il y a différents niveaux de lecture dedans, que c'était plus l'inverse, en fait. C'était pas pour l'individu, mais plutôt pour le groupe. C'est comment on crée un groupe fort, en fait. Même s'il y a toujours besoin du premièrement, qui était construire un environnement sûr, évidemment. Mais... Et dernier sens, c'est comment on donne du sens à ses actions. Et donc ça, c'est la troisième partie, qui permet en fait de motiver les troupes, comme on dit. Voilà, avoir une vision, une mission qui nous fait avancer loin et qui nous fait faire bien les choses. Oui, ça, c'est les 3 points. Dans le groupe, cette raison d'être commune qui va faire en sorte que le groupe sera fort et va pouvoir se rassembler coûte que coûte avec les hauts et les bas d'une mission, de la compagnie, que ce soit dans l'armée, dans un restaurant, dans un groupe de comédie ou peu importe. Oui. Exactement, c'est tous les exemples. Les exemples du bouquin sont très variés. C'est tous ceux que tu viens de citer là. C'est ça manque vraiment pas. C'est pas ceux qui pourraient. Des fois, c'est un peu rebutant d'aller lire un livre qui est seulement sur l'entreprise, mais là, c'est un livre très généraliste, on va dire, et qui s'applique à tout, comme je le disais tout à l'heure. Si vous êtes prof je sais pas, si vous avez une équipe je sais pas, de football, ça pourra vous être utile aussi. C'est vraiment. C'est très rafraîchissant, Sébastien. Moi, j'ai trouvé que lorsqu'on est habitué de lire des livres de business, de pouvoir avoir des exemples qui ne sont pas dans le domaine des affaires, c'est rafraîchissant pour l'esprit et ça permet d'élargir ses horizons vraiment. Parce que je pense que peut-être le côté négatif de tous les livres de croissance personnelle et de développement des affaires, des fois, il peut être un petit peu sec, un peu comme c'est des théoriques et même les exemples sont très basés sur les chiffres et sur la productivité. Mais là, avec ce livre, c'était vraiment différent. Et j'ai particulièrement aimé lorsqu'ils ont parlé du groupe de cambrioleurs, les voleurs les panthères, les voleurs de bijoux. Oui. C'était très, très cool. Moi, je vais l'être dans un film comme dans Lupin ou une série télé. Si tu t'en souviens, c'est parfait parce que... Alors, pour raconter l'histoire, moi j'ai lu quand je t'ai proposé qu'on fasse ce bouquin ensemble, qu'on en discute ensemble, moi j'avais déjà lu le bouquin, et donc ça remonte à longtemps, et je l'ai relu ces derniers jours pour me rafraîchir la mémoire, et j'ai dû sauter 2 chapitres, et il y a le chapitre avec que tu viens de citer, avec les cambrioleurs, que j'ai pas relu justement, et donc c'est parfait, si tu l'as relu, tu pourras raconter l'histoire. Elle m'avait beaucoup plu quand je l'avais lu. Oui. Enfin, à peu près toutes les histoires m'ont beaucoup plu en fait. Oui, alors ce que je me rappelle du groupe des voleurs, c'est que ce groupe de criminels organisés, en fait, lorsqu'ils ont fait leur cambriolage qui était dans les dizaines de millions, les 2 millions, 5 millions, 10 millions, les plus grandes bijouteries à travers le monde, des événements qui semblaient isolés dans différentes années, les policiers au début, les investigateurs pensaient que c'était des groupes très organisés avec un cerveau commun, un peu comme si les gens, vous avez vu, soit la série Lupin, soit la série Money Heist, oui.
avec le professeur sur Netflix. Donc, très organisé avec un cerveau qui contrôle peut-être d'un bureau et qui donne les ordres. Mais en fait, les Panthers, dans le livre, c'était un groupe qui n'avait pas cette hiérarchie. Et c'était des gens qui avaient traversé le même type d'épreuve, en fait. Le groupe avait été fondé pendant la guerre de Serbie, si je me rappelle. Et les gens avaient Oui, vécu la guerre dans ça me les revient. Balkans. Et de vivre ces moments de criminalité parce qu'ils n'avaient pas le choix de survivre a tissé des liens incroyables entre ces personnes. Et ça a fait en sorte que cette confiance était absolument extraordinaire. Et ensuite, ils pouvaient prendre le temps d'aller étudier les différentes boutiques pendant Alors, peut-être 2 mois, 3 mois. ouais. Oui, tu savais ça. Et Non, mais, OK, avant que tu continues ton histoire, je voulais juste rajouter un point qui me revient à la mémoire sur l'histoire, vas-y. justement. C'est que c'est des gens qui venaient d'environnements. C'est pas des gens destinés, comme tu disais, Pas des à les voler militaires, pour pas des gens Black Voilà. Ops, pas des Mais, gens très... mais justement, il y avait de tout. C'est des gens dans une autre vie qui auraient été médecins, auraient été avocats, et du tout qui n'étaient pas du tout prédestinés à faire ce qu'ils ont fait. Ouais, je te laisse reprendre. Tu as raison, j'aurais dû le mentionner, c'était un des points les plus importants parce que les policiers avaient complètement tort sur l'identité de ces gens et c'était des monsieur, madame, tout le monde avec différents antécédents et finalement qui ont dit j'en ai marre d'une vie médiocre et je vais faire un truc très poussé sur l'adrénaline et avec des résultats extraordinaires évidemment. Et donc, ces cambrioleurs avaient la capacité de rentrer dans les boutiques et de performer l'acte d'une manière très gracieuse, très calculée, sans aucun stress, aucune éclaboussure, et repartir avec les plus grandes pièces, les plus grandes, les diamants, les saphirs, les montres, etc. Et rapidement, je D'une crois. façon rapidement, et Ouais. avec des techniques extraordinaires. Une était ils ont mis le poivre de Cayenne dans les yeux des sécurités, des agents de sécurité, et ils ont juste déstabilisé ces personnes, et ils ont pris ce qui valait le plus, et sont partis. Alors, des exemples comme ça. Une fois, ils avaient une Bentley avec un chauffeur, donc ils avaient l'air déjà riches, donc la police n'a pas pu les suivre, ils ont perdu de vue. Des choses vraiment très réfléchies, évidemment. On ne veut pas donner l'envie aux gens qui nous écoutent d'aller faire du crime, mais on pourra faire les Non. connexions avec les autres groupes qui sont non criminels du livre, qui appliquent les mêmes principes de Oui. connexion, de je te protège, tu me protèges, on est égaux, il n'y a pas de cerveau supérieur. On a vécu des choses traumatiques ensemble, traumatisantes, et finalement, on est très fort à cause de ça. L'avenir du podcast, la qualité des invités et la fréquence de diffusion dépendent de toi. Alors, abonne-toi. Alors, dans le bouquin, qu'est-ce qui t'a marqué? Quel est ton premier souvenir du bouquin? En fait, Est-ce qu'il t'a marqué dès le Sébastien, départ ou... oui. Oui, le livre m'a marqué. Les 3 catégories m'ont marqué. Je dirais aussi les histoires de Navy SEALs, donc les histoires militaires. Je pense plusieurs, que ouais. oui. Donc la vulnérabilité, créer l'environnement sûr, sécuritaire et avoir une raison d'être commune pour le groupe. Je pense que les exemples qu'il donne dans chacune des parties sont absolument intéressants et utiles. Et ce que j'aimais avec l'environnement sécuritaire, peut-être la première partie du livre, c'est que ils ont fait l'expérience, oui, si tu te rappelles, je pense, le premier chapitre, d'avoir un groupe où il y avait une personne qui était destinée à Oui. aller foutre le bordel, aller faire des problèmes dans le groupe et avoir une énergie négative et comme ah ça va jamais fonctionner et d'analyser comment est-ce que l'énergie du groupe va absorber cette personne négative. Et certes, et une autre personne qui était peut-être très calme et qui était vue comme le leader pouvait désamorcer la personne négative en posant des questions comme qu'est-ce que tu penses à propos de ça? As-tu une idée pour ça? Intéressant que tu penses ça. Et à cause qu'il y avait un leader qui était comme ça, qui était très calme et posé et qui pouvait rester au centre sans s'embarquer dans
des crises peut-être ou de très très fâché. La personne qui était engagée pour être la personne négative pouvait même devenir plus positive à cause d'un leader dans le groupe. Alors je pense que pour n'importe quel leader qui veut s'améliorer, en fait. Oui, c'est un livre sur la culture d'un groupe, mais chaque groupe peut avoir un leader qui démontre des capacités, des traits, qui posent des bonnes questions, qui vont faire en sorte que les gens ne vont pas le percevoir comme supérieur, mais ça ne veut pas moins dire qu'il n'y a pas de leadership dans le groupe. Il peut être Oui, tout séparé à fait. entre quelques personnes. Oui. C'est un point très important que tu abordes là, auquel j'ai pensé régulièrement dans le bouquin quand il dit ça justement, à différents endroits. On essaie de ne pas mettre de hiérarchie, mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas un guide en fait. Si, il y a quand même un guide. On essaie que les gens puissent amener des idées, proposer des idées, mais il y a toujours une personne à la fin qui va décider si on prend l'idée ou pas, évidemment. C'est pas, c'est pas la foire, comme on dit. Oui. Mais on essaie de niveler, que tout le monde soit au même niveau, justement pour que les gens soient ouverts d'esprit, qu'ils osent parler en fait. Que s'il y a un problème, qu'ils ne le cachent pas, comme ça arrive souvent dans les entreprises. Exactement. Et si tu te rappelles, lorsqu'il parle des AAR, comme on pourrait Oui, dire, c'est en peut-être séance de c'est l'après. rétroaction après les missions. Oui, donc je me rappelle plus l'acronyme exact, mais c'est pas important pour les gens peut-être. En fait, en français, c'est quasiment pareil. On peut dire la même chose en fait. Après action, la revue de la après action. Revue après action. Alors, lorsque ce On groupe revoit ce qu'on a fait. militaire a fait la mission, ils vont enlever leurs équipements, ils vont juste revenir en groupe. Et qu'est-ce qui s'est bien passé? Quelles ont été les erreurs? Et comment on peut l'améliorer? Des questions très très simples que n'importe qui peut se poser à tous les jours par rapport à seulement les opérations de leur entreprise, une sortie romantique, une activité, un entraînement sportif peut-être. Plusieurs choses peuvent être utilisées avec ça. Et ce que j'aimais dans cette rétroaction, c'était que les militaires avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient sans que le commandant, le général ou autre personne de hiérarchie supérieure puisse dire quoi que ce soit de condescendant ou Par de rapport au grade. c'est un ordre. Exactement. Alors, c'est une zone sécuritaire où les hommes sont là pour, les hommes et les femmes sont là pour se dire les vérités qui sont nécessaires pour la survie possible et future de leur mission et de leurs partenaires, oui, d'entraînement et de combat. Donc, c'est fantastique. Exactement. Et si l'environnement n'est pas sûr, dans le sens où si tu as peur de parler, effectivement, eh ben, tu dis rien, en fait. Tu peux pas t'améliorer. Et dans le cadre militaire, justement, si tu peux pas t'améliorer, c'est ta vie qui est en danger derrière. Tout simplement, tu risques d'en mourir. Et donc, d'où l'intérêt de créer un environnement très sûr, dans lequel tu te sens libre de parler sans être jugé derrière par le reste du groupe. C'est la différence aussi qui fait à un moment... tu es là, l'environnement sûr, justement, il n'est pas là pour te juger, mais il va être là pour te rendre un feedback qui va te permettre de t'améliorer. Mais il dit bien, attention, tout le monde n'est pas prêt à entendre le feedback à tous les moments. Et avant de donner du feedback à quelqu'un, il faut bien lui demander d'abord, est-ce que tu es prêt? Là, j'ai un feedback à te faire. Est-ce que tu es prêt à l'encaisser en groupe? Parce qu'il y a toujours notre ego qui n'aime pas ça, en fait. On prend toujours des coups dans la tête. Poser la question, c'était... Et en fait, Sébastien, tu sais, c'est drôle parce que j'ai eu une expérience comme ça cette semaine et ça m'a été... je pense que je ne dirais pas l'histoire au complet, c'est pas pertinent pour l'épisode, mais j'ai donné un feedback à quelqu'un, à un client en fait. Et cette personne n'avait peut-être pas demandé directement un feedback. Et ça s'est en fait retourné contre moi assez rapidement, d'une façon assez colérique et violente, agressive, vraiment agressive. Alors, moi, j'ai comme réintégré du même coup ce que le livre m'enseignait et la réalité, je suis comme, oh, ok, si j'avais posé la question, est-ce que tu veux que je te donne quelques commentaires constructifs par rapport à ça? Et comment tu aimerais te sentir par rapport à la situation?
j'ai pas posé les questions d'une bonne façon et j'ai paru peut-être très arrogant ou supérieur, alors que cette personne est plus âgée que moi. Donc, ça a Alors, été vraiment, oui, le fusil s'est retourné contre moi et j'ai payé le prix. Mais écoute, c'est un apprentissage. Et ça me rappelle aussi une histoire, enfin, il en parle aussi dans le bouquin. Donc, faut être franc avec les gens, donc, une fois que tu as son accord pour lui dire ce que tu penses. Mais faut pas être trop direct. Et moi, c'est un défaut que j'ai. Enfin, des fois, je dis aux gens, c'est de la merde, tel quel. Et du coup, ça, c'est trop direct. Il faut pas Oui. dire comme ça. Faut prendre Je un peu pense plus qu'il de disait temps, de quand même. garder je me rappelle les mots, c'était donc l'honnêteté brutale, c'est à ignorer, et garder les critiques moins personnelles, plus courtes et plus concentrées sur Oui, les détails précis des actions qui ont été prises. Donc, la personne ne peut pas se sentir autant attaquée si on dit, d'accord. oh ben, par exemple, cette partie du code du programme, elle peut être améliorée parce que, boum, et pas, Sébastien, ton coding est pourri Hmm. parce que tu as fait ça comme un programme de 2015 peut-être. Tu comprends la Oui, différence par exemple, entre oui. comme attaquer quelqu'un et vraiment, OK, voyons voir précisément pourquoi ça peut être amélioré. Et même si c'est critique, même si c'est très direct, à ce moment-là, il peut être mieux intégré parce que c'est vraiment basé sur le travail et pas sur l'individu qui se sent attaqué. Donc, petit conseil. Mais même déjà, pour reprendre ton exemple du code, si tu dis que c'est le code qui est de la merde, souvent, comme c'est les gens qui l'ont créé, ils vont le prendre pour eux-mêmes. Même comme ça, il faut faire attention. Oui, 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 C'est très absolument. difficile. Ouais. Puis on vit ça tous les jours, hein. Enfin, on entend des fois des feedbacks qu'on n'a pas envie d'avoir et du coup, on n'apprécie pas. Oui. Et le message ne passera pas. Donc, si tu reçois ce type de feedback, ce qui arrive, c'est que ton cerveau ne va même pas traiter l'information, il va juste le rejeter immédiatement. Alors, Oui, tout le monde ça, perd. en fait, on parle pour rien dire. Oui. On parle pour rien dire, c'est C'est... vraiment le cerveau se ferme. Oui. Soit ça rentre pas du tout, soit ça, comme tu dis, ça traverse. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Oui, exactement. Moi, dans le bouquin, ce qui m'avait marqué le plus, c'est pas le. Je crois que c'est. Je crois qu'il en parle très rapidement, en fait, au début de ce bouquin-là. Mais je sais pas si tu as vu, quand tu as acheté le bouquin, il y a un bouquin qui est associé à celui-ci, qui est un supplément. Je sais plus comment il appelle ça, mais Moi, j'avais le e-book, donc je sais pas de quel livre tu parles. Je l'ai en électronique. oui, il y a un bouquin supplémentaire en fait qui va sorti quelques années après, qui est sur le sujet toujours culture code, mais dans lequel en fait il met que des points plus techniques avec un peu moins d'histoire, même s'il y en a quand même. Comme le manuel d'instruction, oui, pour l'appliquer. Je pense Oui, que... quelque chose comme ça. Oui, Ouais. oui, je pense avoir vu Exactement. ça, oui. Mais j'ai pas lu, mais Et je donc, sais qu'il existe. et donc dedans, l'histoire qui m'avait marqué, et il en parle quand même dans le bouquin dont on est en train de discuter, c'est l'histoire où des gens vont construire une pyramide. Alors, j'ai eu du mal à me représenter visuellement qu'est-ce que c'était, mais ils ont des spaghettis, ils doivent construire, ils ont des spaghettis, un rouleau de scotch, et il me semble. C'était une tour, je pense, Sébastien. La plus haute En fait, tour avec les... en fait, ils faisaient ce qu'ils les... voulaient, mais il fallait que ça tienne tout seul, et qu'ils ont un marshmallow à mettre tout en haut, et il fallait que ça tienne, Oui, le mettre le plus haut possible, et que la structure tienne toute seule. exactement. Exactement. Donc, c'était Après, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est moi qui imagine les diriger un pyramides. édifice. Moi, je me rappelle très bien. C'était ériger la plus haute tour possible avec les spaghettis et le marshmallow sur le dessus. Et ils ont donné ça à différents groupes, des gens très intelligents. Il y avait des avocats, il y avait, je pense, d'autres peut-être scientifiques ou PDG ou peu importe. Des ingénieurs, je crois. Des ingénieurs. Et les gens qui ont gagné, mesdames et messieurs, croyez-le ou non, c'est des enfants qui allaient à la petite école ou vraiment Non, d'un âge assez bas, en fait. Parce que je sais pas tu si au crois, moi, Québec, on dit les mêmes. Ils avaient je crois que moi, je n'avais pas compris comme ça. C'était des gens qui travaillaient kindergarten. avec les petits-enfants. Ah Je crois non, que non, c'était les non, gens non. qui travaillaient avec, justement. Non? Non, Il me c'était les semble, hein. enfants de 5 ou 6 ans qui n'avaient aucune cohésion, D'accord. qui disaient, oh, ça c'est juste, ils mettaient les trucs ensemble, pap, 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 sans aucune cohérence, mais l'énergie du groupe et le manque de, euh, au lieu de trop réfléchir, ils étaient Mm. très en symbiose comme une ruche d'abeilles ou comme des fourmis. Ils travaillaient comme ça et finalement, ah non, ça n'a pas de sens de ce côté. Ah,
Et juste, il s'est donné la critique d'une façon très, très naturelle et spontanée, sans avoir aucune conscience que, oh, je vais vexer l'ego de quelqu'un si je lui dis que ce spaghetti devrait être à cette place au lieu d'à cette place. Donc, les enfants ont gagné le défi versus les génies de d'autres industries. Et ils ont répété plein de fois le test pour voir que si c'était pas une erreur. Effectivement, c'était pas une erreur. Et effectivement, même les ingénieurs ont été battus à plat de couture. Et ce qu'ils racontaient dans cette histoire, c'est que en fait, le groupe d'ingénieurs, ils se réunissent d'abord, ils réfléchissent comment ils vont faire la structure par rapport à tout ce qu'ils ont appris dans le passé. Donc, a priori, effectivement, on a vraiment l'impression que c'est eux qui vont gagner à plat de couture, puisqu'ils ont toute une expérience, ils ont tout un savoir, une intelligence individuelle. Ils ont tout ce qu'il faut, ce qu'on croirait en tout cas, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour gagner. Et dès qu'ils commencent, en fait, t'en parlais un peu avec les enfants, justement, où il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de jugement entre eux, tout était ouvert. Quand quelque chose n'allait pas, il y en a un qui donnait un élément de la main d'un autre pour mieux le placer. Alors que les ingénieurs, en fait, ce qui se passait, ingénieurs ou avocats, c'était résultat. Il y avait une hiérarchie qui s'était faite naturellement à l'intérieur et personne osait remettre les ordres de l'autre. Personne osait. Tout le monde avait peur d'être pris, en fait, de dire non, toi tu dis une bêtise, on va pas faire comme ça, c'est stupide. Et justement, voilà. Et les gens n'ont pas pu s'exprimer. Et c'est là où je donnais une distinction, en fait, entre intelligence individuelle, où les ingénieurs, effectivement, sont plus intelligents, et intelligence collective. Où là, effectivement, en intelligence collective, c'est les enfants qui vont gagner, justement, et pas les adultes qui ont fait plein d'études. Donc c'est un point très important. Sébastien, oui, lorsqu'il parlait de... Je me souviens plus du nom des... C'était des très, très petites créatures comme des blobs. Oui, dire des blobs en français, je crois. Qu'est-ce que des molécules? Un groupe de molécules ou des... des moisissures. Moisissures, oui, des moisissures qui n'ont littéralement aucune intelligence individuelle, mais c'est devenu un phénomène que ces moisissures, lorsqu'elles manquaient de nourriture, peu importe ce qu'elles mangent, avaient un espèce d'instinct de survie pour se rassembler, pour devenir un, et selon peut-être le code génétique de cette substance, de cette espèce, pouvaient ensuite se mettre ensemble et certaines allaient aller vers le haut, vers la lumière et trouver une façon de se nourrir avec la forme de la structure commune au lieu de l'individu. Et ça a complètement éclaté le cerveau de bien des scientifiques et bien des visionnaires de l'époque. Alors, oui, ils arrivaient à faire des choses complexes, en fait, qu'on ne soupçonnait pas, alors qu'il n'y a pas de cerveau derrière. Exactement. Alors que nous, donc si ces créatures peuvent faire ça, comment est-ce que nous, les humains, avec le cerveau que nous avons... A priori, on devrait savoir faire. On devrait savoir faire ça aussi. Donc ça, c'était dans la partie du bouquin, et je crois que dans la deuxième, justement, il y a des exemples avec ça, sur la vulnérabilité, justement, ou dans un groupe, quand quelqu'un va se montrer vulnérable, donc ce qui est difficile à faire, de se montrer vulnérable, on n'aime pas faire ça dans la vraie société, mais quand on se montre vulnérable, en fait, toutes les expériences qui ont été montrées montrent que les gens viennent t'aider, en fait. Quand tu dis « moi, je suis vulnérable », et les gens n'aiment pas qu'il y ait de faiblesse dans l'environnement. Donc c'est un peu l'exemple de la moisissure, où en cas de faiblesse, en fait, tout le groupe se reforme, se ressoude derrière. L'avenir du podcast, la qualité des invités et la fréquence de diffusion dépendent de toi. Alors, abonne-toi. Et qu'est-ce que tu penses pourquoi la majorité des compagnies, peut-être du monde, ne font pas ça naturellement? Donc, je dirais peut-être les corporations, les grandes entreprises qui sont plus froides ou peut-être moins aptes à démontrer la vulnérabilité. Pourquoi est-ce que ce n'est pas inné de se montrer sa vulnérabilité? C'est par peur d'avoir l'air stupide, par peur pour son ego, ou quelle est ton opinion sur ça? L'école, c'est l'école qui nous apprend ça, en fait.
À l'école, tu dois avoir t'as bon ou t'as faux, et si t'as faux, c'est un savoir que tu dois régurgiter tel quel, mais il n'y a pas de place à la faiblesse, en fait. T'as bon ou t'as faux. Et être faux, c'est être faible à l'école. Et du coup, tu y vas assez longtemps quand même. On reste longtemps à l'école, et quand on sort, c'est bien ancré, en fait, et on reproduit le schéma derrière, tout simplement. Ça, c'est mon avis. Hein. Yes, c'est une bonne hypothèse, un bon point. Est-ce que tu Peut-être pas penses la que... seule. Hein. Oui, c'est pas la seule, mais si on regarde à l'origine du problème, c'est sûrement un des bons points. Est-ce que tu penses que c'est une chose qui est réglable dans la société d'avoir un système d'éducation qui donnerait aux enfants la chance de démontrer leurs faiblesses sans se sentir moins bons que les autres? Alors, je pense qu'il y a déjà des systèmes qui existent. Je ne les connais pas bien. J'avais étudié ça à une époque, il y a peut-être au moins 15 ans maintenant. Mais donc, les écoles comme Montessori et d'autres qui existent, je pense que c'est beaucoup plus ouvert à ça, justement. Je suis allé à Montessori. Mais je ne suis pas un spécialiste. Oui, j'étais D'accord, est-ce que tu t'en souviens? Pas assez pour faire un témoignage, mais je me rappelle que c'était beaucoup basé sur le développement des compétences dans l'exploration. Donc, différentes activités qui vont faire peut-être... on va voir l'enfant qui se développe de différentes façons. Et si un élève préfère être sur une activité plus longtemps, il n'y a pas de jugement sur quelle activité est préférable. Et j'ai bien l'intention d'amener ma fille aussi dans ce type d'école parce que pour moi, et même pour le système d'éducation traditionnel, Sébastien, un peu comme Grant, je ne sais pas si je vais garder... Si je vois que le système affecte trop leur mentalité dans un sens de... ils pensent très médiocre et très average, très moyen, je vais peut-être trouver des alternatives. Je ne suis pas convaincu que j'ai envie que le cerveau de mes enfants, qui est comme une éponge, va être endoctriné avec des mentalités qui sont faites sur la classe ouvrière d'il y a plusieurs décennies et qui sont programmés pour faire des employés d'une compagnie qui, en fait, maintenant, ce type de job ne va peut-être même plus exister de la même façon dans les 10 ans qui viennent, oui. Donc, on va voir. Et pour répondre aussi, compléter ta question en fait d'avant, il n'y a pas que l'école. Je pense que l'école, c'était une extension à la base, justement, des usines, comme tu disais, où tu avais le patron qui disait faut faire ça. Et tu es une machine, en fait, derrière. Tu es juste l'extension de la machine. Tu vas aider la machine à travailler. Donc, tu n'as pas à réfléchir. Tu dois faire de telle façon. Et voilà. Et à l'école, on t'apprenait ça aussi. Je pense que c'est l'un est l'extension de l'autre. Je ne sais pas dans quelle ordre ça fonctionne, mais je pense que ça vient de là. Les choses ont changé énormément. Et pour répondre, oui, heureusement. Et pour ta fille, je pense que si tu voulais faire l'école à la maison, en fait, il faut que tu lises le bouquin Talent Code et comme ça, tu apprends à apprendre. Tu as juste à lui apprendre ça, en fait. Tu apprends à apprendre. Et truc, après, tu fais une affaire. Oui, je ne sais pas si ma femme va me laisser faire. Je vais, c'est quoi, je vais donner la chance à l'école parce que personnellement, j'ai eu des bonnes écoles au Québec et j'étais peut-être privilégié avec des professeurs qui étaient plus inspirants et pas trop blasés par le système. Mais les hommes font beaucoup, les hommes et les femmes. Oui, on va voir. C'est les hommes et les femmes qui font beaucoup dans l'apprentissage aussi. J'ai eu quelques profs exceptionnels dont je me souviens. Quand je critique le système, c'est pas eux que je critique. Non, il y a des gens qui aiment ce qu'ils font. Alors, faut pas généraliser non plus. Il y a des bonnes écoles, il y a des bons systèmes. Hein, juste, évidemment, chaque institution sociale maintenant peut être améliorée. Oui, le gouvernement, les banques, les écoles. Je veux dire, c'est une éternelle transformation et celles qui prennent le plus de temps à se transformer sont celles qui ont le plus de bureaucratie, le plus de niveaux qu'il faut passer pour passer une décision. Et c'est ce qui rend le processus tellement pénible et laborieux. C'est que oui, pénible. J'ai une très bonne idée, mais qu'il y a 5 personnes qui doivent approuver avant qu'elle soit acceptée, ou 5, c'est peut-être je suis gentil en disant 5. Eh bien, des fois, les gens n'ont peut-être juste pas envie de partager une nouvelle idée qui serait rafraîchissante et qui donnerait des bénéfices à nos jeunes, oui. Oui, parce que ça les remet eux en question, leur travail. Et comme tu dis, c'est pénible des fois parce que la société avance plus vite que les administrations. Et du coup, il y a toujours un décalage terriblement. des fois générationnel. Donc c'est là où c'est frustrant, justement.
On aimerait que ça avance plus vite, mais ça se fait avec le temps. Donc, bon. Si on n'a pas la main dessus, suffit d'être patient et ça change. Alors, c'est une belle parenthèse. On va retourner au livre. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur la pyramide. Juste pour finir, non, pas sur la pyramide, du coup, la tour. La tour de spaghetti sur laquelle il fallait mettre un marshmallow tout en haut. Je me souviens, j'ai fait un post sur LinkedIn qui racontait cette histoire-là. Là, c'était pas cette histoire-là. En fait, je parlais de l'histoire du chapitre, le premier chapitre qui s'appelle La pomme. C'est l'expérience de la pomme, justement, que tu as énoncé tout à l'heure, où donc c'est la pomme pourrie, c'est comme ça que j'avais appelé mon post. Exactement, oui, la pomme pourrie. Les petits groupes où tu injectes une personne qui va pourrir le reste du groupe, en fait. Donc, comme tu disais tout à l'heure, une personne qui est un peu feignante, elle va rendre tout le monde feignant, enfin, voilà. Et je me souviens et je concluais mon post en disant, en prenant en fait le commentaire, en concluant sur l'histoire de la qui était en fait c'est pas le plus intelligent qui gagne. Sous-entendu, dans mon cas, c'était pas le plus intelligent individuellement qui allait gagner, mais c'était l'intelligence du groupe. Et j'ai eu des réactions assez fortes des fois derrière, parce que les gens, ça leur plaît pas en fait d'entendre ça. On est pour rester sur ce que la société nous inculque que c'est la loi du plus intelligent, c'est la loi du plus fort dehors, c'est pas la loi de la coopération. Du coup, ça choque un peu les mentalités de voir ça en fait aussi, parce que ça remet plein de choses en question. Oui, les gens... Sur comment on est. Et je pense que presque tout le monde est peut-être, je dirais, fier de son intelligence. Les gens qui ont un certain niveau d'éducation, et moi, je ne suis pas allé à l'université personnellement, mais je peux quand même dire que je considère que j'ai une intelligence adéquate pour le travail que je fais. Et si quelqu'un me dit « tu es stupide » ou c'est idiot ce que tu fais ou c'est en bas de la qualité normale », je vais le prendre personnel automatiquement. Surtout si c'est une personne qui est proche de moi, comme si ma femme me dit « qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ces conneries? » Je vais commencer à douter, comme est-ce qu'elle a raison dans cette situation? Ou alors, comme tu dis, si c'est ancré dans notre esprit de se valoriser en tant qu'individu sur notre intelligence, et de se dire « ok, je suis dans un groupe avec d'autres personnes et j'ai pas besoin de démontrer que je suis le plus intelligent dans le groupe. Je peux faire confiance que la dynamique du groupe commune va nous amener à un niveau multiplicateur de ce que je peux faire seul. Alors, pourquoi essayer de démontrer ou de oh, j'ai ce diplôme en ceci, en cela, ou j'ai eu ces moyennes à l'école. Ça peut seulement t'amener à un certain point, je pense. Si tu fais un travail individuel, ok, autre histoire, mais là on parle de groupe, de culture, oui, de groupe alors. Voilà. Et ça me rappelle aussi l'histoire qui n'est pas dans le bouquin d'ailleurs, mais des frères Wright, les premiers à avoir fait voler un avion, je crois. Oui, et ils étaient en concurrence avec une autre personne qui était adulée par les journalistes, qui le mettait sur un piédestal. Et pourquoi je raconte ça? Parce que c'est par rapport à l'environnement sûr. Le deuxième que je viens de citer, qui était adulé par les journalistes, il n'avait pas droit à l'erreur en fait. Fallait qu'il réussisse du premier coup. Lui, il n'était pas dans un environnement sûr. Alors que pendant ce temps-là, les frères Wright, personne s'en occupait. Ils faisaient plein d'essais, ils se pétaient la figure, ils recommençaient, enfin ils amélioraient au fur et à mesure. Oui, c'est dans un environnement sûr justement pour évoluer. Et c'est ce qui fait qu'ils ont dépassé celui que tout le monde donnait gagnant en fait. Oui. D'où ils n'avaient pas le même financement que l'autre aussi. Cet adulé avait, je pense, les millions qu'il avait besoin pour créer la machine. Et les Wrights n'avaient pas ça. Et ils ont juste... Tout à fait. Ils ont trouvé une solution. Oui, sans problème. Mais tu as l'exemple, justement, dans le bouquin, là, pour le coup, avec une entreprise qui était beaucoup plus riche que la deuxième. C'était c'était avec l'histoire de Google, tu t'en souviens? Ou pas? Google, avec le moteur de recherche. Non, je me rappelle pas. Est-ce que tu te rappelles aussi? J'ai pas de notes sur Google. Moi, je m'en souviens. Alors, juste, je suis pas sûr du nom de la boîte. C'est pas Overtune ou Overture, quelque chose comme ça. Donc l'histoire, c'était dans les années 2000 où Google n'était pas encore ce qu'il était. Ils étaient en train de se lancer. C'était par rapport au Google Ads.
ils étaient en train d'améliorer leur moteur de recherche. Ok, ça vient de me revenir. Et ça marchait pas très bien. C'était pas aussi performant que ce qu'ils voulaient. Et du coup, à l'époque, c'était un nouveau marché à conquérir. Et c'était la première entreprise qui allait faire le meilleur moteur, qui allait rafler toute la mise, en fait. Et c'était en concurrence avec une boîte qui doit s'appeler comme Overture ou quelque chose comme ça, Overture. Et qui, elle, avait déjà eu des succès dans le passé. Donc, elle avait beaucoup d'argent. Elle avait déjà toutes les équipes en place sur le papier. Donc, c'est la même histoire que celle d'avant. Elle avait tout pour gagner. Sauf que ça s'est pas fini comme ça pour elle, ils ont perdu. Et ils ont perdu parce que un jour, c'est Larry Page, donc en travaillant sur ces algorithmes-là, il n'y arrivait pas. Et il part un peu fâché, je crois que c'était en week-end ou au moins un soir. Il laisse un post-it dans la cuisine de commune sur le mur qui dit ces pubs, ça craint, ça marche pas. Oui. Puis voilà, il part fâché, quoi. J'en ai marre, quoi. Et tu as une autre personne dans l'entreprise, dont j'oublie le nom, qui passe par là, qui a des choses à faire, hein. Il a son boulot, il a beaucoup de choses à faire, et il voit ce message au mur. Et puis il dit, voilà, il a envie de se changer les idées, parce que lui, il a des idées en fait sur comment résoudre le problème. Donc il va tester, il n'est pas sûr de ce qu'il va faire, mais il va tester, il bidouille un peu, il fait des tests, et il trouve en fait comment faire. Le problème sur lequel Larry Page se cassait la tête depuis certainement plusieurs semaines, sans trouver, qui pouvait remettre en question la survie de l'entreprise, lui, il trouve en fait, il trouve comment faire. Et mais du coup, la suite de l'histoire, c'est que Google, maintenant, est devenu ce qu'ils sont devenus, grâce à cette personne qui a corrigé le problème. Mais encore une fois, dans cette histoire, ce qui est important de retenir, c'est que dans un environnement qui n'est pas sûr, toi qui as un boulot, on t'a assigné un boulot, tu vas pas prendre l'initiative d'aller faire autre chose qui n'a rien à voir avec ton boulot. Tu vas te faire allumer si tu fais ça. Si tu rates, on va dire que tu as perdu du temps. Et si tu réussis, on va dire, mais même là, on va pas être content en fait. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas ton boulot. Tu essaies de me prendre mon boulot, je sais pas, des choses comme ça, tu vois. Oui. Donc l'environnement vraiment pas sûr, en fait, ça implique beaucoup de choses. Et tu te rappelles que lorsque les journalistes ont essayé de lui demander qu'est-ce qu'il avait comment il se sentait par rapport à ce qu'il avait accompli. Plusieurs années plus tard, du coup. Ouais. L'homme ne pouvait pas se rappeler, ou comme, ah oui, c'était une journée comme une autre, c'était très banal pour lui. Alors, de ce côté, je me souviens plus si est-ce que c'est parce que l'homme était bien intégré dans la culture de Google qu'il se sentait peut-être, juste une autre journée au travail? Non, qu'est-ce qui a fait en sorte ça dit pas. Là, j'ai oublié ce détail. Mais je pense que c'est normal, je crois qu'il le dit pas. J'ai dû réfléchir pourquoi en fait ça s'est produit. Oui. Et la conclusion à laquelle j'en suis venu, c'est que en fait, quand tu es dans un groupe, tu réfléchis, tu te mets pas en avant en fait. Dans un groupe dans l'environnement n'est pas sûr, quand c'est un groupe où tout le monde est individuel, où c'est la compétition, si tu fais quelque chose, il y a toujours quelque chose derrière, en fait, en arrière-plan dans ta tête, pourquoi tu vas le faire. Et au final, c'est pour te mettre en avant, tout le monde va être content, tout le monde va te mettre sur un piédestal. Alors que là, il travaille pour le groupe, en fait. Et donc, l'événement est anodin. C'est comme tenir une porte à quelqu'un. Il a vraiment eu l'impression de rien faire d'exceptionnel, alors que ça a changé la vie de l'entreprise. Elle existerait peut-être encore aujourd'hui, mais personne ne la connaîtrait. Et c'est vraiment cet acte, justement, anodin. Il a fait un acte anodin. Ça ne lui a pas marqué, c'est passé dans son esprit. Oui. Parce qu'il a fait ça pour le groupe. Oui. Et qu'il en attendait certainement autant du groupe dans l'autre sens. Du coup, il n'a rien fait d'exceptionnel pour lui. Et c'est là où c'est marrant. Comment tu penses que tu peux appliquer ça dans ton entreprise, par exemple? Est-ce que tu vas vouloir, avec tes employés, donc disons si on est dans le thème d'hypercroissance et qu'on imagine une croissance en accéléré, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça à nos employés dès le début, selon toi? Alors, le troisième partie directement, en fait, oui, qui est donc en dernier dans le bouquin, mais je pense que c'est en... Enfin, pour répondre à ta question, du coup, c'est ça qui est très important, c'est la mission, c'est la vision. Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qui motive les gens? Et ça répond aussi un peu à la question sociétale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est tous les gens qui démissionnent, la grande démission ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça.
Oui, la grande émission, je pense. Ça, ouais, quelque chose comme ça. Et donc, il y a plein de gens qui démissionnent de leur boulot parce qu'il n'y a pas de sens par rapport à dehors, puisqu'on n'est plus justement à l'ancienne mentalité où on travaille pour un patron à l'usine pendant 45 ans pour avoir la retraite. Je ne sais pas si la retraite chez vous, comment ça marche d'ailleurs. Tu veux dire au Canada ou en Georgie? Au Canada. Et puis pourquoi pas Au en Canada, Géorgie aussi, c'est oui. toujours Oui, intéressant. oui, oui. Le parallèle est assez drastique. Au Canada, nous avons des assez bonnes pensions à partir de 65 ans, je pense. Surtout les employés du gouvernement vont avoir accès à 70% de leur salaire, ce qui est très, très D'accord, bien. ouais. Donc, par exemple, ma mère, elle travaille au gouvernement et elle pourra toucher 70% de son salaire actuel dans quelques années. Elle a, je pense, 57, 58. Et, mais je sais pas si je pourrais dire que les gens ne se soucient pas de la retraite. Je dirais que la génération peut-être de 50 ans et plus, ou peut-être de 45 et plus, aucune idée, pense très différemment de la génération comme les Y ou comme moi, j'ai 30 ans et honnêtement, lorsque mes parents me disent Anthony, tu pourrais commencer à mettre un peu d'argent dans ton fonds d'épargne retraite, moi je me dis, mais moi je veux être ma propre banque quand je vais avoir 65 ans, je n'arrive pas à piger l'économie du gouvernement et même que je pourrais donner, faire de la philanthropie aux gens qui en ont besoin, oui. Donc j'ai pas cette idée du tout de devoir épargner pour mon futur, je veux dire pour les vieilles années, surtout que j'ai l'intention de vivre jusqu'à 100 ans en santé. Et en bonne Alors, santé. Voilà, c'est ça. ben oui, 65 pour moi, c'est un chiffre, c'est le 2 tiers de ma vie. Alors, il reste encore un autre tiers avec beaucoup d'expériences que j'aurais acquises en business depuis 6 décennies. Évidemment, je compte pas les années que j'étais petit garçon. Euh, mais oui. Et à Georgie, c'est terrible, mon ami. Ici, c'est la pension pour les gens du troisième âge. C'est littéralement peut-être, comment je pourrais te dire en devise ici. Ça. Ah, même pas moins de 100 $ américains par mois. Par Tu mois. peux y aller. En plus, le dollar en ce moment, il est revenu en parité avec l'euro, donc ça vaut pareil. Oui, Donc, voilà. ok, alors c'est peut-être. Oui. Donc, un lari georgien vaut 2,75 US. Alors, oui, c'est moins de 100 $ par mois. Je veux dire, tu peux rien faire avec ça. C'est terrible. Le gouvernement est très, très. Comment on peut dire Et, cheap en France, vous dites, parce que nous, on a le mot en québécois, mais très avare. radin, non? Pas avare. Radin, radin, Avare, oui. avare, ouais. Ils veulent garder Et, les du coup, sous et. Oui. du coup, pour rester dans le thème du bouquin, quand tu reçois une retraite de ce montant-là, 100 euros, est-ce que tu n'es pas obligé justement de faire appel au groupe? Non, est-ce qu'il n'y a pas une plus grosse solidarité? Est-ce que c'est pas moins individuel Bon pour point. justement s'en sortir? Sébastien, c'est un très bon point. Si je pense à la famille de ma femme, sa grand-mère qui est. En fait, son grand-père est décédé, donc sa grand-mère, elle est seule avec sa tante, mais ils vivent d'un mode de vie très agriculturel. Alors, ils ont la petite maison, ils ont les fruits, les légumes, les fruits peut-être pas, mais au moins le jardin, comme le potager très développé, les poulets, le lait Hmm. des vaches, les canards. Donc, les animaux de la ferme qu'ils tuent eux-mêmes et parfois ils vivent avec Et très qui très peu prépare d'argent. aussi. Et ils sont, je veux dire, ils sont OK. Je suis allé plusieurs fois les visiter. Et ils vivent. Ils sont pas dans la misère absolue. Ils vivent bien en considérant l'argent qu'ils ont. Pour moi, c'est absolument fascinant. De voir qu'une famille, dont un cousin, une tante et une grand-mère peuvent vivre ensemble avec environ 100 $ par mois, c'est fantastique, en fait. C'est impressionnant. Oui. Et c'est le cas de plusieurs familles ici, mon ami. Plusieurs. Je veux dire, la Géorgie est un très petit pays, environ 4 millions d'habitants. La capitale est 1 million et le reste est principalement basé de petits villages dans les montagnes Tout le et reste, sur les c'est campagne, plaines. du coup. Il y a quelques grandes villes, ou villes comme je dirais grandes villes. La capitale est 1 million et ensuite la deuxième plus grande ville est peut-être, je pense, 100 000 ou 200 000. Alors, c'est très, très éparpillés comme ça, un peu partout, et des très petites communautés, mais très, très connectées, comme tu dis. Alors, c'est un très bon point. Le manque d'argent nous C'est force. là-bas que j'aurais dû aller.
Oui. C'est le Oui, bac que j'aurais dû aller tu peux quand je rester. voulais quand je voulais vivre en Mais, autarcie. mais je pense que la barrière de la langue serait absolument terrible pour toi parce que même pour moi, j'apprends le georgien depuis 2018 et quand je vais dans cette région qui s'appelle Ils San ont un accent, Miguel, c'est ça. ils ont un accent absolument à te détruire l'esprit et ils ont un dialecte qui mélange 50% du Mm. temps dans la conversation. Alors pour moi, en tant qu'étranger, c'est un cauchemar assuré. À chaque fois que je reviens, je suis comme, qu'est-ce que Ça- je fais ici? Pourquoi j'existe? Pourquoi j'apprends le georgien? Oui, à Mais quoi ça c'est sert? horrible. C'est ça. À quoi ça sert? Hmm. Ça me rappelle l'Italie où quand tu vas dans chaque région où chacun parle un patois et du coup Hmm. tout le monde parle italien, mais s'ils n'ont pas envie de te parler, ils parleront dans le patois et tu comprendras Exactement. rien. Et après ils te disent mais tu comprends pas l'italien. Oui. Oui, je me suis fait dire la semaine dernière, il me semble que ton niveau a diminué, Anthony. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Ouais, C'est ils comme te un cul cherchent, dans le ils te cœur. Ouais. cherchent, Oui. ils Alors, te cherchent. quoi d'autre? Quoi d'autre? Si on revient au livre, dans mes notes. Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé intéressant? Oui, tout à l'heure, tu avais parlé des Navy SEALs et de la méthode AAR, donc on pourrait traduire par la revue d'après-action. Mhm. Et tout à l'heure, je me faisais un parallèle en repensant à ça. Et je trouvais ça très intéressant, en fait. Quand ils font cette revue d'après-action, justement, alors que ce soit soit qu'ils soient allés tuer des gens, enfin, soit qu'ils soient allés dans une vraie mission, ou que ce soit aller à l'entraînement. Ce qui est intéressant, justement, c'est quand ils font ça après l'entraînement. Euh, Ils vont poser des questions du genre pour savoir pourquoi tu as fait telle chose, qu'est-ce qui t'a fait, pourquoi tu as pensé telle chose, qu'est-ce qu'il y avait dans l'environnement qui t'a fait agir de cette façon-là. Et ça me faisait dire, en fait, ça donnait quelque chose de très intéressant, puisque ça leur donnait, en fait, quand ils vont en mission, ils ne peuvent pas parler, ils comprennent, finalement, ils voient à travers les yeux de l'autre. Selon comment l'autre personne va se comporter, ils savent qu'est-ce qui est en train de se passer hors de leur vue à eux. Mhm. Et ça me faisait dire, c'est un peu comme un aveugle en fait qui a des sens supplémentaires par rapport à nous, parce qu'il les développe, parce que nous, on se sert de la vision justement par rapport à lui. Et là, en fait, ça me donnait l'impression d'un organisme un peu au-dessus de l'humain, en fait, qui... T'as une personne qui arrive à voir plus loin que ce qu'elle peut voir, parce qu'elle elle sait comment réagit l'autre personne, elle sait pourquoi elle va agir de cette façon-là, sans se parler. Et ça s'apprend, en fait. On n'a pas ça Mhm. dans la vie. Et je trouvais très intéressant cette partie-là. Oui. Je sais pas Tu te si je me suis rappelles bien. l'histoire lorsque... Ah oui, là, je viens de me rappeler une des histoires où un des commandants avait ordonné l'assassinat de Ben Laden. Tu te rappelles, c'était avec les Oui, hélicoptères. Tu oui, te rappelles de ça, oui, oui? oui, oui, Donc, oui. et Et- le subalterne était monsieur avec tout ah, respect. Je pense qu'on ne devrait pas les utiliser hélicoptères les étaient nouveaux. hélicoptères. Oui, on ne Voilà. devrait pas les utiliser pour cette Les mission, c'est hélicoptères étaient. trop nouveau. Ouais. Et le patron, le superintendant disait non, on va le faire quand même. Je suis le boss, tais-toi. Et peut-être le deuxième gradé était comme ok, qu'est-ce que je peux faire? Il quitte la pièce et s'est dit je vais quand même préparer mes hommes à toute éventualité de crash, d'accident pendant le temps qu'il faut. Et éventuellement, lorsque la mission est arrivée, il est arrivé une situation comme ça qui n'avait même pas pratiqué. En fait, Enfin, c'était le pire scénario qui pouvait arriver. Et tu as vu les Navy SEALs qui ont sorti tous ensemble et ils ont accompli la mission en l'espace de, je pense, 11 minutes ou un chiffre absolument extraordinaire parce qu'ils étaient complètement en symbiose et connectés, que même si c'était une situation qui était non pratiquée à cause des détails qui n'avaient pas été planifiés, comme je pense que c'était par rapport aux les murs, qui étaient des murs épais au lieu d'être juste une grille métallique, une chose comme oui, ça. mais Tu te non, rappelles? c'est ça exactement, parce qu'en fait, à l'entraînement, ils avaient un grillage tout autour, et du coup, les pales de l'hélico généraient un vent qui pouvait passer à travers. Et là, quand ils sont arrivés, il y avait des murs, et du coup, ça empêchait l'hélicoptère d'atterrir normalement, en fait. Ça faisait des turbulences et ils ont craché à cause de ça. Exactement. Alors, ils ont juste démontré Mais la force de... voilà, c'est ça.
Donc, comme tu disais, c'était déjà, bon, ils sont beaucoup entraînés à faire des crashs. Donc, déjà, d'une part, ils n'étaient pas surpris, en fait, que ça arrive. Donc, ils n'ont pas paniqué. Et comme Mhm. tu dis, c'était pas le scénario qu'ils avaient, sur lequel ils s'étaient entraînés, puisque c'était pas arrivé. Mais comme ils savaient communiquer entre eux sans parler, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils connaissaient leur mission. Tout s'est très bien passé, en fait. Et pour la Et petite histoire, c'était aussi oui, en direct, il me semble. Il y avait toutes les personnes, je me demande si c'était pas le Obama qui président regardait Obama, avec, exactement. ou Clinton, je sais plus. Enfin, C'était peut-être il y avait. Obama. Bah, C'était Obama. oui, Je me rappelle dans le livre, oui. comment ça s'appelle? Mais il y avait Clinton, mais la femme, je Hillary? crois qui était là. Oui, Hillary, il me semble. Oui. Mais du coup, c'était en direct, elle va mieux pas rater. Oui, oui, oui. Et un parallèle que j'aimerais faire par rapport à ça, c'est donc là on a un exemple au niveau militaire, mais un peu plus tard, vers la fin du livre, il parle de Monsieur Mayer, avec ses restaurants. Tu te rappelles de, j'ai Oui, oublié son oui, prénom, oui. donc Mr. Mayer. Et Alors attends, lorsqu'il je vais te avait, dire ça. oui, lorsqu'il avait, si un employé échappait le plateau avec tous les verres et il y avait Danny. un Dan- accident, Danny, Danny Meyer. Danny Meyer, donc propriétaire de plusieurs chaînes de restaurants, des restaurants uniques avec qui valaient, je pense, plus de 1 milliard ensemble. Bah, oui, 1,5 milliard. 1,5 milliard de valeurs combinées en termes Oui. de restauration, c'est absolument miraculeux. Alors, Et lorsqu'un comme ils le disent, employé faisait... avant de te laisser Vas-y, continuer ton histoire, juste pour mettre un peu de contexte, ça se passe à New York. Et mhm, comme il dit dans le bouquin, quand on pense aux environnements les plus hostiles qui existent sur Terre, on pense à l'Antarctique, au désert de la vallée de la mort, par exemple. Mais il dit, en fait, si tu regardes les statistiques, c'est les restaurants, on ouvre un restaurant à New de York, New York, et t'en as 1000 qui s'ouvrent par an. Et dans les 5 ans, en fait, il y en a 5 ans, 800 confirmés, quoi. bonne statistique, très bonne mémoire de ça. Et alors oui, ce que je voulais dire par rapport le lien avec les SEALs et avec les employés de Monsieur Mayer, c'est que si un employé dans le restaurant, il échappait des verres au sol et un vacarme ou oui, on échappe quelque chose, oui, et c'est très très bruyant et ça dérange les gens, automatiquement une personne arrivait avec le balai, avec le porte-poussière et tout était ramassé, tout était nettoyé en un temps record, comme si rien ne s'était passé, avec Mm. la communication non verbale et ensuite il regardait, est-ce que mes employés ont un niveau d'énergie plus élevé après l'accident, le dégât, ou un plus bas? Et le but, c'est d'avoir un niveau d'énergie plus élevé à cause que ça s'est arrivé, ce qui est absolument paradoxal pour le cerveau. Mais il réussit Mm, à faire mm, ça. mm. Donc, très, Oui, c'est très, ça. très Plutôt impressionnant. que. Qu'est-ce que ça serait un niveau au plus bas, en fait, d'énergie? Ça serait. En fait, tu reproches à l'autre ce qui s'est passé. Tu lui dis, mais pourquoi t'as fait Oui. ça? Oh, Comme des on dit, soupirs, les yeux qui t'as les bras roulent. cassés. Voilà, c'est ça. Oui. On peut rien faire avec toi. Mhm, Donc ça mhm. donne une énergie ambiante qui va baisser. Les gens se tirent un peu dans les pattes. Alors que, comme tu le disais, là, dans cet exemple-là, c'est quand l'auteur du bouquin interrogeait justement le Danny Meyer, et donc il y a des gens qui ont fait tomber les verres. Et donc il a vu l'énergie qui est montée après ça, parce que les gens étaient là pour s'entraider. Ils se fixaient sur la tâche, en fait, à accomplir. Ok, il y a des verres cassés, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on ramasse, et puis on continue, tout simplement. On n'est pas là pour dire c'est ta faute, alors qu'on s'en fiche, en fait. Ça mène nulle part. Et l'énergie négative va rester plus longtemps, je pense, dans le groupe. Elle va Mm, mm, mm. contaminer plus longtemps que si juste tu oublies qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, Une si c'est un truc gangrène. émotionnel, oui, une gangrène, oui, comme tu dis. Si c'est un truc physique et que c'est littéralement juste nettoie le dégât, c'est très différent que si c'est un conflit euh, interrelationnel ou, je pense, entre les êtres humains, oui. Ça doit discuter. C'était dans ce livre ou dans un autre livre qui disent si tu as un truc négatif, parle directement à la personne. Je pense que c'est dans ce livre, oui. Directement à la personne, Peut-être. pas en groupe, et va, Ah oui, oui. face Si, à si, face et face à c'est- face et pas par email pour éviter voilà. les manques de mal communication. Ok, je voulais te dire ça, ça s'est pas bien passé pour ça, ça, ça.
Et d'avoir le body language, le langage corporel des gens, va beaucoup aider à assimiler l'information et dire, OK, Oui, il est venu me voir avec une bonne intention, il m'a dit les choses, boss, c'est pas bien passé, comment on peut l'améliorer versus un email passif-agressif ou quelque chose négatif. ouais, Alors, oui. ouais. Non, mais le problème des emails, en fait, c'est que, comme tu dis, il n'y a pas le langage corporel et que une phrase neutre peut être comprise de façon positive ou négative selon Oui. l'humeur Mhm. de celui qui va la recevoir, en fait. Absolument, absolument. Et c'est là où la communication est très difficile dans ce cas-là. Mhm. Mm. Et effectivement, tu n'as pas ce problème-là en face à face ou même au téléphone, puisque avec les intonations, les pauses, tu arrives à comprendre un peu plus déjà comment la personne Ouais, va le prendre. ouais. Mais l'email, c'est dangereux. Les textos, oui, tout ce qui est technologie, on se tient loin pour le feedback constructif ou pour partager les mauvaises nouvelles. Donc, on se tient au face-à-face, à téléphone à la Mm, mm. limite, mais et vidéo peut-être comme on fait actuellement. Oui. Donc, Oui. Et voilà. autre Donc chose, c'était bien, ouais, c'était bien hein. est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais C'était- rajouter par rapport à ça ou ça va? Non, non, juste dire que c'était bien dans ce bouquin-là. Donc ceux que ça intéresse, il y Mhm. aura un peu plus de détails là-dessus si Oui, vous allez oui. le lire. Ou plutôt quand vous le lirez. L'avenir du podcast, la qualité des invités et la fréquence de diffusion dépendent de toi. Alors, abonne-toi. Et pour ajouter, oui, sur Meilleur, en fait, et ses restaurants, à un moment, c'était au début, il a eu un restaurant, son premier restaurant fonctionnait bien pour raconter vite fait son histoire. Premier restaurant, alors, combien il y en avait à la fin? Il y en avait plusieurs. Attends, j'ai le chiffre Oh, quelque part. je ne sais Euh, pas. je me demande s'il n'a pas eu au moins une centaine de. Enfin, attention, il en a pour 1,5. Il génère 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Autant vous dire qu'il a quand même. Il en a plusieurs, ça c'est sûr. Mais donc, il avait lancé son premier restaurant, il fonctionnait très bien, et un jour, il décide de lancer son deuxième, hein. On ne crée pas un empire comme ça sans rien faire. Et autant son premier restaurant fonctionnait très bien, mais dès qu'il a lancé le deuxième, en fait, le deuxième fonctionnait pas bien, et ça a impacté le premier également. Donc, c'était en train de s'écrouler, en fait. Tout ce qu'il avait construit, il pensait avoir trouvé la recette en fait à appliquer un peu partout, mais il ne l'avait pas encore trouvé à ce moment-là. Mhm. Et c'est un jour, ils sont avec les employés, ils sont d'accord pour. Ils se sont dit en fait, aujourd'hui, on voit bien, on traite un peu quelques serveurs traitent les clients comme des ennemis un peu. Et donc là, il faut mettre les choses au clair. Donc c'était avant, justement, il y avait beaucoup d'énergie négative dans ces équipes. Quand lui était pas là, en tout cas, mais comme il y avait deux restaurants, il pouvait pas être là tout le temps. Et ils se sont mis d'accord pour citer un ordre de priorité dans l'entreprise, à savoir, première priorité, c'est nos collègues. Deuxième Ah oui, tu as priorité, c'est la liste. ils appellent ça les invités, donc les clients du restaurant. Mhm. Donc déjà, il y a un mot de vocabulaire qui est intéressant là. Ils appellent ça des invités. Je sais pas si on dit ça en anglais tout le temps ou que c'est son cas particulier, Guests. guest, pour le Je pense restaurant. que Est-ce que c'est pour normal? les invités, peut-être que c'est client, oui, c'est un bon point. C'est peut-être un mot spécialement choisi pour valoriser Et surtout, davantage ouais. les Surtout invités, comme quand si tu à te la souviens maison. certainement, et ils avaient beaucoup de vocabulaire spécifique à eux. Euh, donc ça serait pas étonnant. Ensuite, il y Oui. avait la communauté, alors je sais pas si on entend ensuite les fournisseurs et les investisseurs. Les investisseurs venaient vraiment en dernier, c'est pas eux qu'on doit servir. Donc contrairement à ce Mhm. qu'on voit dans beaucoup de boîtes, grosses boîtes internationales, c'est les investisseurs en premier et les collègues tout en dernier, on s'en fiche. Là, ils ont un peu Mhm. renversé la tendance. Et à partir du moment où ils ont fait ça, en fait, ça a changé toute leur mentalité. Et c'est là où ils ont créé plein d'énergie positive. Donc les clients arrivent en deuxième. Mais d'abord eux, d'abord une équipe soudée, où justement l'environnement est sûr, où on peut s'exprimer, on peut apprendre, on peut faire des fautes, sans que ce soit, sans qu'on soit jugé, que ça nous soit remis dessus. Oui, et il parlait de savoir ses priorités et de nommer ses priorités. Et ce que j'ai retenu dans ce passage, c'est que si tu prends le temps de réfléchir à quelles sont tes priorités et que tu sais les nommer avec le langage qui est adéquat pour ton entreprise, ton affaire exactement, précisément, ces slogans ou ces phrases, ils disent catchphrases en anglais, donc ces phrases attirantes ou
Comment on dirait catchphrase en français? T'aurais une Je sais traduction. pas. Phrase accrocheuse, peut-être. Ça a des mots. Oui, c'est ça. Accrocheuse. Oui, oui. Ok, Des, donc des- des disons, citations, en c'est des gros, valeurs. enfin, pour appeler Oui, dans un autre c'est des contexte. citations, c'est les valeurs de la compagnie. Et lorsque Ouais. les employés commencent à se partager ça et à les étudier et à les vivre au quotidien, à les intégrer, ça crée ce modèle d'agir qui est absolument fantastique à regarder. Alors, les gens vont avoir ce disque de programmation de positif basé sur le service à la clientèle qui est absolument impeccable. Alors, si quelqu'un fait une erreur, l'erreur elle peut être célébrée dans un contexte créatif, peut-être pas nécessairement dans un contexte d'efficacité, d'efficience, comme tu disais, mais les autres vont être là pour oh, 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 on arrive tout de Mm. suite et le problème est réglé très rapidement parce qu'ils Oui. savent mes priorités pour la compagnie, pour aujourd'hui, que je mets le client en premier, que je fais je donne l'attention supplémentaire. Euh, et je trouve ça très inspirant, Sébastien, de voir ça. Parce que si tu commences à appliquer ça dans ton entreprise d'hypercroissance, je parlais avec hier un de mes futurs invités sur mon podcast bientôt, et il a étudié Grant pendant plusieurs années, et il est devenu millionnaire. Il a 27 ans, il a vendu sa compagnie pour 1,8 million il n'y a pas très longtemps. Et il me disait que il était tout basé sur la qualité. Il chargeait, je pense, plus que 2 fois ou 3 fois le prix de ses compétiteurs, mais il avait tout de le plus haute qualité. Dans le service des piscines, donc pool service, comme nettoyage et tout ça, il avait les meilleurs camions, les meilleurs produits. Tout était fait de façon très professionnelle dans des maisons, des manoirs, des maisons très, très chères. Et il me disait, Anthony, je paie mes employés bien au-delà de toute ma compétition. Je n'ai jamais eu peur de traiter les gens avec comme respect qu'est-ce qu'ils valent vraiment et comment je peux leur donner plus pour qu'ils veulent rester avec moi et qu'ils ont cet esprit de communauté. Et il m'a dit, quand ma compagnie a été vendue, certains des employés ont quitté la compagnie parce qu'ils voulaient rester avec moi. Mais il n'était plus dans le domaine de la piscine. Alors, mais les gens étaient tellement habitués d'avoir cet homme comme leader, comme excellent PDG, excellent propriétaire, avec les standards astronomiques. Ça fait en sorte que les gens veulent rester autour de toi et tu es très charismatique et tu n'as pas peur de faire les tâches peut-être qui sont vues comme plus subalternes. Oui, il parle de ça dans le livre aussi. The dirtiest Oui, jobs oui. dans les militaires, oui. Donc, si mon leader vient et fait les tâches les plus détestables avec moi, je lui donne beaucoup plus de respect que s'il il me regarde de sa grande chaise blanche et il me pointe du doigt, va laver cette tâche sur le plancher. Oui. Mm. Viens le faire avec moi. Montre-moi que tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne. Et alors, je pensais à la motivation. Là, tu parlais de motivation. Oui, ça y est, ça me revient. Dans le bouquin, il donne un exemple, justement, parce que tu en parlais justement avec les employés qui étaient motivés avec cette personne, et donc qui étaient motivés par le salaire au moins. Là. Il y avait un exemple où c'est des gens qui. Alors, je crois pas qu'on ait système en France du coup, mais c'est des gens qui passaient des coups de fil pour décrocher des bourses pour des étudiants dans le livre. C'est ce qu'il raconte, je sais pas si tu t'en souviens. Et l'argent, ça motive pas toujours, et du coup, là, pour motiver les troupes, le manager en fait de l'équipe des gens qui passaient les coups de fil a décidé de leur envoyer un témoignage, premièrement déjà écrit, d'une personne, qu'est-ce que ça changeait dans sa vie en fait d'avoir la bourse. Et déjà, rien qu'en faisant ça, il avait vu de transformation supplémentaire pour l'argent qu'ils arrivaient à récolter. Il s'est dit, ok, si ça marche, je vais essayer de faire l'étape d'après. En fait, je fais venir la personne qui a profité de la bourse et je fais rencontrer les équipes. Et donc, une fois qu'il a fait ça, après, les taux de transformation ont encore grimpé beaucoup plus. Wow. En fait, j'ai oublié ce passage. Oui. Il est assez petit, du coup, des fois on peut louper. Je pense que et du coup, c'est quelque chose de très puissant.
Grant Cardone le fait dans son bureau actuellement. Je sais que à 10X Headquarters, chaque matin, il partage des histoires à succès, des témoignages des clients pour garder cette énergie toute la journée chez les représentants des ventes. Et je trouve ça fantastique parce que l'argent peut seulement t'amener à un certain niveau en termes de motivation. Bon, Oui. ok. Ça peut amener un très haut niveau de motivation, d'accord avec vous, mais pas tout le monde, c'est ça le problème. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont plus basés sur le relationnel. Et personnellement, moi, je suis très touché par les témoignages. Si je sais qu'un de mes clients a obtenu ce qu'il voulait, ça me donne une paye émotionnelle fantastique et le sentiment est inexplicable, oui. Donc, chaque compagnie bénéficierait grandement et chaque organisme à but non lucratif bénéficierait grandement de cette approche de amener les témoignages, amener les gens en personne ou par écrit ou par vidéo et écouter. Et comme, wow, les histoires sont inspirantes, les cœurs seront ouverts d'émotions et d'amour et de reconnaissance. Donc, cette énergie-là, c'est très, très contagieux. Oui. C'est ça. Et tiens, j'aimerais revenir sur un point. Tout à l'heure, on parlait du groupe plus enfin, que c'est pas forcément le plus intelligent individuel, enfin, qui allait montrer une intelligence collective. Et il y avait un exemple aussi de l'inverse, en fait, qui n'était pas donné comme ça dans le bouquin, mais enfin, qui n'est pas l'inverse, en fait, qui est où c'est pas le plus fort individuellement qui peut gagner à faire quelque chose. Avec la bûche, le poteau de téléphone. Oui, exactement. C'est exactement ça. Tu veux le raconter? Je peux le raconter. Je peux raconter le PT Log. La bûche. C'est pas la bûche. Le poteau téléphonique, ouais. Oui, le poteau téléphonique. 125 kilos, je crois. 125 kilos, et j'ai oublié en livre ou en kilos, mais. Oui, c'est 250 pounds. Yeah, 250 pounds, yeah. Alors, le créateur des programmes de Navy Seals avait développé cette technique pour faire en sorte que ses équipes développent cette symbiose commune, que si une personne fait un faux pas, ou s'il y a un ego qui est supérieur aux autres, l'exercice au complet est un échec total, lamentable, terrible, pénible. Alors, une série de, je pense, 5 ou 6 hommes vont vers le poteau de téléphone. 6 peut-être? Oui, je crois que c'est 6. Oui, Team 6. C'est 5 ou 6, effectivement. Poteau de téléphone. J'ai un doute du coup maintenant. Et pendant 90 minutes, si je me rappelle, il doit faire des exercices, lever à bout de bras, tenir, tourner, toutes les activités, tous les exercices possibles avec changer d'épaule. Changer d'épaule. Alors, il faut bien comprendre, pour ceux qui ne se représentent pas le poids, en fait, le poids n'est pas très lourd en soi à soulever. C'est fait 20 kg par bonhomme, on va dire. Donc, juste le soulever comme ça, c'est pas très. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais comme tu dis, l'exercice dure 1h30. C'est là où ça devient très difficile. Il disait, un des militaires disait, tu te rends compte qu'après 30 secondes, tes épaules brûlent et il te reste 90 minutes. C'est comme, OK, je suis dans une... Ça se passe, oui. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué de cet exercice, c'est que chaque homme était à une distance assez proche, je pense, l'un de l'autre et pouvait ressentir le moindre faux pas de son partenaire. Et en sachant ça, il peut automatiquement faire des micro-corrections qui sont la seule chance de survie et de réussite de l'exercice, de ce training, de cet entraînement très brutal. Et les gens qui réussissaient étaient ceux qui pouvaient absorber les faiblesses des autres. Et si tu es la personne faible dans le groupe, tu peux, avec le langage corporel, avec les micro-mouvements, savoir que les autres te supportent au même moment. Et les groupes qui ne réussissaient pas étaient ceux qui avaient des arguments soit verbaux ou physiques. Donc, ils disaient que certains étaient presque même sur le point de se battre. Ceux qui ont échoué. Donc, ils sont venus au point. Les accusations, les insultes. Donc, si tu perds les pédales, si tu perds les émotions, ton calme pendant l'exercice, c'est absolument certain que tu vas échouer. Alors, la morale de cette histoire, c'est que ils pouvaient montrer leur vulnérabilité dans le groupe avec les partenaires d'entraînement qu'ils avaient et une espèce de tape sur l'épaule
métaphorique qui voulait dire « Et mon ami, I got you. Je te tiens, je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. » Et c'est une Je te activité soutiens, oui. Je te soutiens. Une activité qui bâtit largement le caractère des troupes ensemble. Donc, lorsqu'elles seront dans une mission commune, tout est possible. Et c'est à la vie, à la mort, dans la plupart des cas, oui. Alors, c'est ce que j'ai retenu de cette histoire. Oui. Et pour rester juste sur l'armée, vite fait, ça rappelle justement où il y a du parcours du combattant à faire à des moments dans leur formation. Et normalement, ils sont assez stricts sur le temps. Il faut être en dessous de tant de temps pour réussir l'épreuve. Ah oui, je me rappelle. Mais ils font des exceptions pour ceux qui vont aider d'autres personnes. Et là, ils leur accordent un petit bonus de temps supplémentaire qui normalement n'accordent pas pour l'esprit d'équipe, justement. Alors, est-ce que c'est dans... Oui, c'est dans ce bouquin-là. Je me souviens d'un exemple où... Ah oui, c'était justement, pour rester dans l'armée, c'est ça qui me rappelle ça. Je ne sais plus si c'était ce créateur-là de la Navy SEAL qui avait été en France pendant ou si c'était un autre groupe qui avait été créé de... Je pense si c'est un groupe de dynamiteurs. Ah, c'était pas avec les francs, je pense. Oui, ils appelaient les francs. Sébastien, juste pour te dire que je dois quitter dans quelques minutes, donc on va devoir faire... J'ai un truc dans 7 minutes, alors je te mets au courant. Ok, très bien. Oui. Et donc, juste pour... oui, je ne sais plus pourquoi je voulais parler de cette histoire, du coup, mais on peut... Oui. Et donc, c'est une personne qui avait été pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, et elle avait vu justement un groupe d'élite française qui était très soudé. Et à partir de ça, en fait, qu'il a ramené ça, qu'il a créé toutes les épreuves du poteau, entre autres, chez lui, parce que ça n'existait pas à l'époque. Il a vu qu'ils étaient très soudés, et que justement, quand il y en a un des leurs qui se faisait attraper, il avait eu l'exemple sous les yeux. Si même eux ils étaient 5 en fait et qu'en face ils étaient 50, ils étaient tellement soudés en fait qu'ils allaient essayer de délivrer l'autre. Je sais pas si tu imagines, en fait t'es 50, t'es tranquille de ton côté, tu te dis t'imagines jamais qu'il y a 5 fous qui vont t'attaquer. À mon avis tu les vois arriver, tu dois avoir un peu peur quand même, tu te dis mais c'est qui ça? Absolument, cette énergie de groupe avec rien à perdre, vraiment en criant avec les armes ou peu importe la stratégie, comme ah! Ça doit être terrifiant. Que tu sois 5, 50 ou 500, oui. Alors, oui. Ah. Donc pour finir sur le bouquin, qu'est-ce que tu en as retenu? Tu le conseilles évidemment, je sais pas. Je conseille fortement, chers auditeurs, ce livre m'a marqué énormément. Je pense que c'est un livre qui, avec ses nombreuses histoires mémorables, fait en sorte que vous pouvez ensuite aller dans la vie quotidienne et appliquer ces principes littéralement au niveau de votre entreprise, si vous êtes employé au niveau de votre travail, juste au bureau, avec votre femme ou votre mari, peut-être même avec les enfants, avec les amis. Donc, au niveau relationnel, oui, avec donc, tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est vraiment, ça nous amène à un niveau supérieur en tant qu'être. On est un individu, mais les êtres humains sont des créatures sociales, oui, dans notre code génétique depuis le début des temps. Alors, n'oublions pas ça. Donc, peut-être le mot de la fin, c'est que l'individu est fort, mais le collectif est 10 fois plus fort et plus intelligent. L'intelligence collective est beaucoup plus grande. Et n'ayez pas peur d'être vulnérable. N'ayez pas peur de créer l'espace de sécurité, l'espace où les gens pourront dire la vérité sans se sentir critiqués. Et le numéro 3, c'était d'avoir la raison d'être. Alors, réfléchissez à quelles sont vos phrases accrocheuses, quelles sont vos valeurs, autant au niveau personnel que pour la compagnie, et mettez-les sur le mur, mettez-les clairs, et concentrez-vous sur ça à tous les jours, et les actions vont être très congruentes avec les résultats. Très bien, c'est le mot de la fin parfait. Et comme je le disais, j'invite tout le monde à lire aussi Talent Code, du coup, qui est son petit frère, en fait, qui est sorti avant et qui est à apprendre à apprendre. Excellent.
Bah, merci d'avoir accepté l'invitation, c'était un vrai plaisir. Avec plaisir, mon ami. On ferait ça une fois par mois pendant 12 mois. Ça va être 12 livres par année. Je suis ouvert pour le défi. Pareil. Avec grand plaisir. Merci, Sébastien. Bah, je te remercie et on se dit à très bientôt. On n'a pas encore défini le prochain livre. On vous le donnera dès qu'on saura. Voilà. Ok. Merci à tous. L'individu est fort, mais le collectif est 10 fois plus fort et plus intelligent. Merci pour ces belles paroles, Anthony. Et maintenant, parlons du prochain épisode, qui je suis sûr va fortement vous intéresser également, puisqu'on y dévoile le secret qui valait 150 millions de dollars, rien que ça. Et qui nous dévoile ce secret? C'est Guillaume Houbèche, J pour les intimes. Alors, calmez-vous tout de suite. Je ne l'ai pas reçu dans mon épisode, je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans en France de J. Et donc, on va étudier son livre avec Axel Kaletka, l'hôte du podcast Le Café du Market, que vous connaissez peut-être, soit via LinkedIn, soit via son podcast, évidemment. Et on va regarder comment Guillaume a transformé 1000 dollars en 150 millions en seulement 3 ans et demi. Bel exploit. Et on regarde ça tout de suite avec un extrait. Je reviens sur ce que tu dis, il a créé cette communauté de fans, et c'est vraiment ça presque. Et tu vois, c'est là qu'il a été très fort dans le parcours, et je trouve que le livre au final, c'est l'aboutissement aussi de ce qu'il fait avec l'Emlist et sur LinkedIn et via son blog depuis le début. C'est cette stratégie de building public et de création de contenu, où en fait, il a toujours documenté son parcours en toute transparence. Et après, on aime, on n'aime pas, tu vois, à la limite, peu importe. Mais du coup, tu crées de la confiance, tu crées de l'attachement, et c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne, du coup. Et petit à petit, tu vois, les gens en parlent. Nous, on a acheté le bouquin. Moi, j'ai acheté le bouquin, alors que je l'ai reçu sur mon podcast, on a discuté, tu vois. Je suis l'Emlist depuis le début, donc en fait, il y a plein de choses qu'on savait déjà, parce qu'on l'apprend, mais du coup, on est toujours curieux aussi, curieux de la suite. C'est presque ça, une base de fans au final, qui va contribuer aussi à faire amplifier, en tout cas, la croissance de l'entreprise, quoi. Abonne-toi.